Bonjour, ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Alternative, votre émission en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Alternative, c'est l'essentiel de l'actualité nationale, africaine, internationale, décryptée par des experts et des personnalités en une dizaine de minutes. Bref, un regard alternatif du Sud, de l'Afrique, du Maroc. Sur le continent, le Gabon a annoncé l'interdiction des exportations de manganèse à compter du 1er janvier 2029. Le Gabon, qui est le second producteur mondial de manganèse, ce minerai brut, ressource stratégique pour la sidérurgie et les nouvelles technologies. Alors, quel est l'objectif de cette décision de Libreville? Quels en sont les véritables enjeux au Gabon, mais aussi peut-être pour la sous-région? Pour certains experts, il s'agit de favoriser une industrie de transformation nationale, cette fameuse transformation locale de matières premières au cœur des débats des industriels du continent pour faire enfin du développement économique sur place une réalité. Alors, monter en compétence de la main-d'œuvre nationale, maîtrise aussi des chaînes de valeur technologique, sans oublier la consolidation des recettes fiscales. Ce sont autant d'enjeux qui vont probablement conditionner cette fin annoncée des exportations du manganèse au Gabon. On en parle avec notre invitée, une experte justement en la matière, Madame Gwenaëlle Otando, docteur en économie de développement et spécialiste des institutions de la gouvernance en Afrique, également co-auteur de l'ouvrage Renaissance africaine. Bonjour à vous et bienvenue dans Alternative. Bonjour, ravi d'être parmi vous et merci pour l'invitation. Alors je vous propose tout simplement de commencer pour bien comprendre par un état des lieux de l'économie gabonaise pour d'ores et déjà saisir le poids de ces exportations de manganèse au sein de cette économie nationale gabonaise. Merci. Alors donc très rapidement, pour faire un état des lieux de l'économie gabonaise, il faut dire que pour situer le Gabon est un pays donc de l'Afrique centrale et il a donc des frontières avec le Gabon et la Guinée équatoriale dans le nord et au sud-est avec le Congo. Le Gabon est un pays de 2,4 millions d'habitants, donc une petite population, mais avec une superficie quand même importante de 267 667 km², avec un espace côtier, donc des côtes qui lui ouvrent justement sur l'espace atlantique de près de 800 km de côte. Donc, c'est un pays qui a énormément de ressources. On dit même de lui que c'est un pays béni des dieux. Donc, il y a du pétrole, du manganèse, de l'or, du lithium, du fer. Donc, énormément de ressources. Et avec un PIB quand même assez important par rapport à sa population de près de 21 milliards d'euros et un revenu disponible par habitant de plus de 8 000 $. Donc, ce qui en fait justement ce qui est le revenu disponible le plus élevé par habitant, le plus élevé dans la région par rapport aux pays voisins. Donc, un pays très riche qui le classe même par rapport à ses chiffres parmi les pays à revenus intermédiaires. Mais on voit bien que derrière ces chiffres se cache aussi une autre réalité. Le taux d'alphabétisation au Gabon, il est très important, il est supérieur à 80%, donc avec une main-d'œuvre aussi bien formée. Mais derrière tout cela, on voit bien que le Gabon a quand même une population avec plus du tiers de la population qui vit au-dessous du seuil de pauvreté, donc il y a plus de 30% de la population. Le Gabon a un indice de Gini donc, qui mesure les inégalités des pays quand même assez important. Et donc, on voit bien que derrière tout ça, les défis sont quand même importants. On peut dire que le Gabon, vu l'étendue de ses richesses, ça souffre un peu de ce que nombre d'économistes appellent un peu le syndrome hollandais, donc la malédiction des ressources, donc l'impossibilité ou si vous voulez, l'incapacité un peu de pouvoir transformer ces ressources pour en faire un véritable levier de développement pour le pays et pour sa population. D'accord. Donc, les défis Alors on va sont parler, énormes.
On va parler de ces défis justement pour parler de cette décision annoncée des autorités gabonaises. Hein. Vous parliez d'un pays avec plusieurs défis, avec cette position aussi de pays à revenus intermédiaires et cette économie assez éclectique avec ses forces et faiblesses. Alors, en voulant stopper les exportations de manganèse à partir de 2029. C'est donc tout un écosystème socio-économique gabonais qui va devoir se mettre en place. Quelle est, Gwenaël Otando, l'ambition ici, vous en parliez à l'instant, des autorités de Libreville derrière cette décision? Quels en sont les enjeux majeurs? Très bien, oui. Alors les enjeux majeurs, donc tout à l'heure j'ai brossé un tout petit peu le tableau du contexte économique qui justement souffre de sa structure productive qui est monoproductive et on voit bien qui souffre justement de cette diversification et qui fait en sorte que nous avons aujourd'hui une économie qui soit un peu au ralenti avec un taux de croissance qui stagne autour de 2,5%. Donc, suite à cela, les autorités actuelles et suite justement, le Gabon sort d'une période quand même de transition avec quand même un passage où nous sommes passés quand même d'une gouvernance marquée depuis plus de 50 ans autour d'un même régime, d'une même famille. Donc les attentes de la population sont vraiment importantes et on le voit bien, l'enjeu principal ici, au niveau du pays, est l'enjeu de la diversification. Donc très conscient de cela, donc le gouvernement en place, avec le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, donc voilà. Mais justement, cet enjeu de la diversification au cœur de son programme, au cœur de sa vision économique, et à travers cela, donc, on peut expliquer donc la mesure qui vient d'être prise, qui est quand même aussi assez historique, de pouvoir justement, d'interdire justement l'exportation du minerai, donc du manganèse, d'ici 2029. Mais on voit bien que cette décision, c'est quand même une décision qui est réfléchie. Hein. On a quand même une période de transition d'un peu plus de 3 ans avant d'arriver justement à cet état de fait, parce que le Gabon est quand même un partenaire fiable aussi au niveau international, fiable aussi même par rapport à ses partenaires. Et donc, malgré cette interdiction qui prendra effet à partir de 2029, on voit bien qu'on a quand même, on laisse quand même toute la marge de manœuvre pour pouvoir justement laisser aux partenaires le temps de mettre en place les politiques et les investissements nécessaires pour pouvoir s'adapter à cette nouvelle décision et laisser aussi la place au gouvernement pour pouvoir mettre en place aussi les mesures accompagnatrices. Les mesures accompagnatrices. Alors, quelles sont justement tout accompagner. Oui, on va parler de cet accompagnement justement. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Je vous ai coupé, peut-être alliez-vous le dire à l'instant. Quelles sont précisément ces mesures accompagnatrices pour faire de cette décision une véritable réussite de transformation locale, industrielle du Gabon? Ce n'est pas la première fois que ce genre de décision est prise. Pour le bois, entre autres, il y avait eu un galop d'essai. Qu'est-ce qui fait que là, les mesures pourraient faire de cette transformation locale une véritable réalité pour les Gabonais? Vous avez raison de le mentionner. Hein. Déjà, il y a eu ce genre de mesure qui a été prise en 2010 par le président Ali Bongo, qui souhaitait justement transformer l'économie à travers justement l'interdiction de l'exportation de la grume, des grumes et donc du bois à l'état brut. Mais ces mesures n'ont pas, au final, donné les effets réellement escomptés à cause de plusieurs mesures accompagnatrices qui n'avaient pas été mises en place parce que justement, l'industrialisation suppose un environnement industriel. L'industrialisation suppose des mesures accompagnatrices pour cela. Et pour ça, donc, le gouvernement, conscient de cela, a d'abord mis en place quand même une période de transition. Donc, l'interdiction ne va pas se faire le mois prochain. Nous avons quand même 3 ans et donc c'est vraiment raisonnable, 3 ans pour pouvoir justement accompagner cette mesure de politique pour qu'elle soit effective. Parmi ces mesures, nous avons donc la création d'un fonds stratégique d'investissement pour l'industrialisation qui sera un fonds qui regroupera un partenariat public et privé afin de pouvoir justement financer le développement industriel du pays.
Ensuite, nous avons aussi la mise en place d'un cadre réglementaire incitatif à la fiscalité pour des projets liés à l'industrialisation. Nous avons aussi, enfin, la mise en place aussi d'un programme de formation nationale pour que la main-d'œuvre nationale soit vraiment en adéquation avec les besoins des entreprises dans ce secteur. Parce que ce qui a péché justement avec l'ancienne loi sur l'interdiction des grumes, c'est le fait que nous avions, malgré une population très formée, une inadéquation forte entre les besoins des entreprises et la formation de la population. Donc ça, c'est un réel souci, et donc pris justement conscient de cela, il y a un programme de formation qui va être mis en place, de formation professionnelle, pour que la main-d'œuvre soit justement formée et capable de pouvoir absorber les investissements qui vont être faits. Nous avons donc, je le disais tout à l'heure, donc nous avons aussi tout un environnement, donc un environnement aussi autour de la bonne gouvernance, parce que ça aussi, cela a péché lors des années précédentes. Donc une transparence au niveau de la gestion des finances. Et donc il y a tout un travail donc autour justement de la numérisation des données, de la transparence autour même des contrats, des contrats miniers. Il y a tout un processus aussi autour de la redevabilité, donc pour que les personnes qui sont en situation de responsabilité puissent pouvoir par la suite donner des comptes. Nous avons aussi tout un processus aussi d'évaluation d'abord du fonds stratégique, et qui sera un peu le catalyseur de ce projet. Une dernière question, Gwenaëlle Otando, parce qu'elle est importante, même s'il nous reste à peine 30 secondes. On a vu 3 ans donc, pour accompagner cette future décision donc, d'interdire les exportations de manganèse au Gabon. Quel impact, peut-être un impact que pourrait engendrer donc, cette interdiction pour le Gabon, mais peut-être aussi pour la sous-région, rapidement, très rapidement, si possible. Ouais. D'accord. Très rapidement, c'est celui de la création de la richesse. Nous avons dans nos pays des taux de croissance qui stagnent, qui même parfois régressent, du fait justement de la non-création de richesse. Et donc justement, pouvoir diversifier l'économie, mettre en place toute la structure productive, parce que je le disais tout à l'heure, le développement, c'est un processus. Cela ne se décrète pas. On a beau avoir toutes les meilleures volontés du monde, il faut mettre en place toutes les mesures, tout le processus autour de cela pour que cela se fasse. Et donc, l'impact, c'est vraiment celui de la création de la richesse, et l'impact aussi, à travers, je pense, cet exemple, c'est peut-être aussi celui que cela soit suivi au niveau de la sous-région, parce qu'au niveau de la sous-région, nous avons beaucoup d'économies qui sont justement aussi extractives. Et donc, en étant tourné vers l'industrialisation, on pourrait mettre en place justement des zones industrielles, et pourquoi pas amorcer aussi un processus qui va dans le sens de la ZLECAf, de la zone de libre-échange continentale. Merci. Et merci le développement, infiniment. C'est vraiment, comme je le disais, merci à vous. Le développement de tout le système. Merci bien. Merci pour cette analyse précise, pertinente. Gwenaëlle Otando, je rappelle que vous êtes docteur en économie du développement et spécialiste des institutions de la gouvernance en Afrique, et entre autres co-auteur également de l'ouvrage Renaissance africaine. Merci infiniment d'avoir été l'invité d'Alternative. Merci à vous. Et merci à vous, c'est la fin d'Alternative, à la semaine prochaine.